c'est là un phénomène général dans la culture du XVIIe siècle, plus général que la fortune singulière du cartésianisme. Il faut en effet distinguer trois choses. Il y a eu d'un côté le mécanisme qui pour une période en somme assez brève, la seconde moitié du XVIIe siècle à peine, a proposé un modèle théorique à certains domaines du savoir comme la médecine ou la physiologie. Il y a eu aussi un effort assez divers en ses formes de mathématisation de l'empirique constante et continue pour l'astronomie et une part de la physique. Il fut sporadique dans les autres domaines. Parfois tenté réellement, comme chez Condorcet, parfois proposé comme idéal universel et horizon de la recherche, comme chez Condillac ou Destutt. Parfois aussi récusé dans sa possibilité même, chez Buffon par exemple. Mais ni cet effort ni les essais du mécanisme ne doivent être confondus avec le rapport que tout le savoir classique, en sa forme la plus générale, entretient avec la mathématique. Entendu comme science universelle de la mesure et de l'ordre. Sous les mots vides, obscurément magiques, d'influence cartésienne ou de modèle newtonien. Les historiens des idées ont l'habitude de mêler ces trois choses et de définir le rationalisme classique par la tentation de rendre la nature mécanique et calculable. Les autres, les demi-habiles, s'efforçant de découvrir sous ce rationalisme le jeu de forces contraires. Celle d'une nature et d'une vie qui ne se laissant réduire ni à l'algèbre ni à la physique du mouvement et qui, maintenant ainsi, au fond du classicisme, la ressource du non-rationalisable. Ces deux formes d'analyse sont aussi
insuffisants l'une que l'autre, car le fondamental pour l'épistémie classique, ce n'est ni le succès ou l'échec du mécanisme, ni le droit ou l'impossibilité de mathématiser la nature, mais bien un rapport à la mathématique qui, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, demeure constante et inaltérée. Ce rapport présente deux caractères essentiels. Le premier, c'est que les relations entre les êtres seront bien pensées sous la forme de l'ordre et de la mesure. Mais avec ce déséquilibre fondamental, qu'on peut toujours ramener les problèmes de la mesure à ceux de l'ordre, de sorte que le rapport de toute connaissance à la mathématique donne comme la possibilité d'établir entre les choses, même non mesurables, et succession ordonnée. En ce sens, l'analyse va prendre très vite valeur de méthode universelle. Et le projet leibnizien d'établir une mathématique des ordres qualitatifs se trouve au corps même de la pensée classique. C'est autour de lui que tout entière est gravité. Mais autre part, ce rapport à la mathématique comme science générale de l'ordre ne signifie pas une absorption du savoir dans le mathématique, ni le fondement en elle de toute connaissance possible. Au contraire, en corrélation avec la recherche d'une mathématique, on voit apparaître un certain nombre de domaines empiriques qui, jusqu'à présent, n'avaient été ni formés ni définis. En aucun de ces domaines, ou plus s'en faut, il n'est possible de trouver trace d'un mécanisme ou d'une mathématisation, et pourtant, ils se sont tous constitués sans fond d'une science possible de l'ordre. S'ils relevaient bien de l'analyse et générale, leur instrument particulier n'était pas la méthode algébrique, mais le système des signes. Ainsi sont apparues la grammaire générale, l'histoire naturelle, l'analyse des richesses,
science de l'ordre dans le domaine du mot, des êtres et des besoins. Et toutes ces empiricités neuves à l'époque classique et coextensives à sa durée. Elles sont pour point de repère chronologique Lancelot et Bop, Ray et Cuvier, Petty et Ricardo. Les premiers écrivains autour de 1660. Les seconds autour des années 1800-1810 n'ont pu se constituer sans le rapport que toute l'épistémie de la culture occidentale a entre nous alors avec une science universelle de l'ordre. Ce rapport à l'ordre est aussi essentiel pour l'âge classique que le fut pour la Renaissance. Le rapport à l'interprétation. Et tout comme l'interprétation du XVIe siècle, superposant une sémiologie à une herméneutique, était essentiellement une connaissance de la similitude du même. La mise en ordre par le moyen des signes constitue tous les savoirs empiriques comme savoir de l'identité et de la différence. Le monde à la fois indéfini et fermé, plein et tautologique de la ressemblance se trouve dissocié et comme ouvert et sans milieu. Sur un bord, on trouvera les signes devenus instruments de l'analyse, marque de l'identité et de la différence, principe de la mise en ordre, clef pour une taxonomie, et sur l'autre, la ressemblance empirique et murmurante des choses. Cette similitude seule qui, au-dessus de la pensée, fournit la matière infinie des partages et des distributions. D'un côté, la théorie générale des signes, des divisions et des classements. De l'autre, le problème des ressemblances immédiates, de mouvements spontanés, de l'imagination, des répétitions de la nature. Entre les deux, les savoirs nouveaux qui trouvent leur espace en cette distance ouverte. Partie 3. La représentation du signe. Qu'est-ce qu'un signe à l'âge classique?
car ce qui a changé dans la première moitié du XVIIe siècle, et pour longtemps, peut-être jusqu'à nous, c'est le régime entier des signes, les conditions sous lesquelles ils exercent leur étrange fonction. C'est ce qui, parmi tant d'autres choses, qu'on sait ou convoite, les dresse soudain comme signe. C'est leur être même, au sol de l'âge classique. Le signe cesse d'être une figure du monde, et il cesse d'être lié à ce qu'il marque par les liens solides et secrets de la ressemblance ou de l'affinité. Le classicisme le définit selon trois variables. Numéro 1. L'origine de la liaison. Un signe peut être naturel, comme le reflet dans un miroir dessine ce qu'il reflète, ou de convention, comme un mot pour un groupe d'hommes peut signifier une idée. Le type de la liaison. Un signe peut appartenir à l'ensemble qu'il désigne, comme la bonne mine qui fait partie de la santé qu'elle manifeste, ou en être séparé, comme les figures de l'Ancien Testament sont les signes lointains de l'incarnation et du rachat. La certitude de la liaison. Un signe peut être si constant qu'on est sûr de sa fidélité. C'est ainsi que la respiration désigne la vie. Mais il peut être simplement probable, comme la pâleur pour la grossesse. Aucune de ces formes de liaison n'implique nécessairement la similitude. Le signe naturel lui-même ne l'exige pas. Les crises sont les signes spontanés, mais non analogues, de la peur. Ou encore, comme le dit Berkeley, les sensations visuelles sont des signes de toucher instaurés par Dieu. Et pourtant, elles ne lui ressemblent en aucune manière.
ces trois variables se substituant à la ressemblance pour définir l'efficace du signe dans le domaine de connaissances empiriques. Le signe, puisqu'il est toujours ou certain ou probable, doit trouver son espace à l'intérieur de la connaissance. Au VIe siècle, on considérait bien que les signes ayant été déposés sur les choses pour que les hommes puissent mettre au jour leurs secrets, leur nature ou leur vertu. Mais cette découverte n'était rien de plus que la fin dernière des signes. La justification de leur présence, c'était leur utilisation possible et la meilleure sans doute. Mais ils n'avaient pas besoin d'être connus pour exister. Même s'ils restaient silencieux et si jamais personne ne les apercevait, ils ne perdaient rien de leur consistance. Ce n'était pas la connaissance, mais le langage même des choses qui les instaurait dans leur fonction signifiante. À partir du XVIIe siècle, tout le domaine des signes se distribue entre le certain et le probable. C'est-à-dire qu'il ne saurait plus y avoir de signes inconnus, point de marque muette. Non pas que les hommes soyant en possession de tous les signes possibles, mais c'est qu'il n'y a de signes qu'à partir du moment où se trouve connue la possibilité d'un rapport de substitution entre deux éléments déjà connus. Le signe ne tend pas silencieusement la venue de celui qui peut le reconnaître. Il ne se constitue jamais que par un acte de connaissance. C'est là que le savoir rompt sa vieille parenté avec la divination. Celle-ci supposait toujours des signes qui lui étaient antérieurs, de sorte que la connaissance se logeait tout entière dans la béance d'un signe découvert ou affirmé ou secrètement transmise.
elle avait pour tâche de relever un langage préalable réparti par deux dans le monde. C'est en ce sens que par une implication essentielle, elle devinait du divin. Désormais, c'est à l'intérieur de la connaissance que la signe commencera à signifier. C'est à elle qu'il empruntera sa certitude ou sa probabilité. Et si Dieu utilise encore des signes pour nous parler à travers la nature, il se sert de notre connaissance et des liens que s'établissent entre les impressions pour instaurer dans notre esprit un rapport de signification. Tel est le rôle de sentiment chez Malebranche ou de la sensation chez Berkeley. Dans le jugement naturel, dans le sentiment, dans les impressions visuelles, dans la perception de la troisième dimension. Ce sont des connaissances hâtives, confuses, mais pressantes, inévitables et contraignantes, qui servent de signe à des connaissances discursives que nous autres, parce que nous ne sommes pas de pur esprit, nous n'avons plus le loisir ou la permission d'attendre nous-mêmes et par la seule force de notre esprit. Chez Malebranche et Berkeley, le signe ménagé par deux. C'est la superposition rusée et prévenante de deux connaissances. Il n'y a plus là de divination, d'insertion de la connaissance dans l'espace énigmatique, ouvert et sacré des signes, mais une connaissance brève et ramassée sur elle-même. Le repli d'une longue suite de jugements dans la figure rapide du signe. On voit aussi comment, par un mouvement en retour, la connaissance qui a enfermé les signes dans son espace propre, va pouvoir maintenant s'ouvrir à la probabilité d'une impression à une autre. Le rapport sera de signe à signifier.
c'est-à-dire un rapport qui, à la manière de celui de succession, se déploiera de la plus faible probabilité à la plus grande certitude. La connexion des idées implique non pas la relation de cause à effet, mais seulement celle d'un indice et d'un signe à la chose signifiée. Le feu que l'on voit n'est pas la cause de la douleur dont je souffre si j'en approche. Il en est l'indice qui me prévient de cette douleur, à la connaissance qui devinait au hasard des signes absolus et plus anciens qu'elle, s'est substitué un réseau de signes bâtis pas à pas par la connaissance du probable, est devenu possible. Seconde variable du signe. La forme de sa liaison avec ce qu'il signifie par le jeu de la convenance, de l'émulation et de la sympathie surtout. La similitude au XVIe siècle triomphait de l'espace et du temps, car il appartenait au signe de ramener et de réunir. Avec le classicisme, au contraire, le signe se caractérise par son essentielle dispersion. Le monde circulaire des signes convergents est remplacé par un déploiement à l'infini. En cet espace, le signe peut avoir deux positions, ou bien il fait partie, à titre d'élément, de ce qu'il sert à désigner, ou bien il en est réellement et actuellement séparé. À vrai dire, cette alternative n'est pas radicale, car le signe, pour fonctionner, doit être à la fois inséré dans ce qu'il signifie et distinct de lui. Pour que le signe, en effet, soit ce qu'il est, il a fallu qu'il soit donné à la connaissance en même temps que ce qu'il signifie, comme le fait remarque Condillac. Un son ne deviendrait jamais pour un enfant le signe verbal d'une chose s'il n'avait été entendu, pour le moins, une fois au moment où cette chose est perçue. Mais pour qu'un élément d'une perception en puisse devenir le signe,
Il ne suffit pas qu'il en fasse partie, il faut qu'il soit distingué à titre d'élément et dégagé de l'impression globale à laquelle il était confusément lié. Il faut donc que celle-ci soit divisée, que l'attention se soit portée sur une de ces régions enchevêtrées qui la composent et qu'elle n'en est isolée. La constitution du signe est donc inséparable de l'analyse. Il en est le résultat puisque, sans elle, il ne saurait apparaître. Il en est aussi l'instrument puisqu'une fois défini et isolé, il peut être reporté sur de nouvelles impressions. Et là, il joue par rapport à elle comme le rôle d'une grille, parce que l'esprit analyse. Le signe apparaît. Parce que l'esprit dispose de signes. L'analyse ne cesse de se poursuivre. On comprend pourquoi de Condillac à Destutt, de Tracy et à Gerando. La doctrine générale des signes et la définition du pouvoir d'analyse de la pensée se sont très exactement superposées dans une seule et même théorie de la connaissance.